Au titre de l'actualité, Abidjan accueille la première édition du Forum urbanique, une assise qui se penche sur les solutions pour l'éradication des effondrements d'édifices et constructions anarchiques en Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification du Côte d'Ivoire était face à la presse, une occasion pour lui de présenter les avancées récentes et les projets futurs de l'ONESI. Et après avoir sorti son premier ouvrage Médias et démocratie en Côte d'Ivoire, le professeur Tahirou Koné vient de faire paraître un deuxième ouvrage, les détails dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. En République démocratique du Congo, l'Ordre national d'experts comptables se consolide davantage avec l'organisation de son premier congrès tenu à Kinshasa du 11 au 12 juillet. Les professionnels de la comptabilité et tous ceux qui travaillent dans cette filière se sont retrouvés pour d'échanges fructueux. Nous témoignent Ravaleni Ntumba et Freddy Mbala depuis la RDC. La RDC face au défi de la transparence financière, tel a été le thème principal du premier congrès des experts comptables organisé du 11 au 12 juillet 2024 à Kinshasa. Cet événement enrichissant a réuni dans la somptueuse salle du congrès du centre financier des experts comptables, des personnels de comptabilité, des entrepreneurs, des décideurs publics et de membres des administrations publiques, ainsi que des académiques et des étudiants. Plusieurs panels ont été tenus avec d'éminents panélistes venus non seulement d'Afrique, mais aussi d'Europe. Oui, je crois que c'est un succès parce qu'on a eu les participants qu'on voulait avoir. Nos invités sont arrivés et ce qui est le plus spécial, c'est que nous avons eu ici la présidente de la Fédération internationale des experts comptables. Et dites-vous que la RDC n'est pas encore membre de l'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables, mais elle a tenu à venir ici à cause du potentiel et de l'importance de la profession en RDC. Divers sous-thèmes ont été abordés, rendant ce premier congrès encore plus attractif. Parmi ceux-ci, on peut citer experts comptables, pertinence et crédibilité d'une profession et la problématique des économies informelles et souterraines. Au total, 8 panels ont été organisés. Ce congrès a été un succès pour cette première expérience, démontrant la solide organisation de l'Ordre national des experts comptables, ONEC. L'idée qui nous a animés pour organiser le congrès, c'est en rapport avec le plan stratégique de l'ONEC. Nous avons un plan stratégique qui énumère les actions à mener pour arriver à consolider l'organisation de l'ordre. Donc la première action d'ailleurs consiste à la reconnaissance nationale et internationale de l'ordre. Vous voyez déjà, à partir de ce qu'on a fait, ce congrès fait en sorte que l'ONEC, donc l'Ordre national des experts comptables, soit de plus en plus connu. Pour ce premier congrès organisé avec le soutien des quelques partenaires et les contributions des membres, l'objectif poursuivi était de favoriser une synergie entre les différents intervenants pour éclairer les chemins de la transparence financière et impulser une dynamique nouvelle d'efficacité dans le contexte économique congolais. De retour à présent en Côte d'Ivoire, il s'est ouvert ce lundi à Abidjan la première édition du Forum urbanique avec pour thème Ensemble pour un habitat sécurisé. Il vise l'éradication des effondrements d'édifices et constructions anarchiques en Côte d'Ivoire. L'événement a réuni les acteurs du bâtiment qui pendant 3 jours proposeront des solutions aux défis qui minent le secteur. Le point avec Walter Kofi et Richard Akiki. 3 jours pour trouver des solutions concrètes face au phénomène des effondrements des bâtiments en Côte d'Ivoire. C'est la mission que s'est donnée le Forum des innovations technologiques du bâtiment, des travaux publics à l'ère du digital, dénommé Forum urbanique. Étudiants, professionnels du BTP, amoureux de la construction, ont répondu à ce rendez-vous qui vise à façonner un avenir urbain. Soro Toté, président de la Confédération des PME-PMI du bâtiment Côte d'Ivoire, promoteur de l'événement, est revenu sur l'intérêt de réunir les professionnels du secteur afin de trouver des solutions
à ce phénomène dévastateur qui endeuille les familles dans la capitale économique ivoirienne. Il faut que le calcul des armatures, il faut savoir que le dosage à ce niveau. Et tout cela, c'est fait par des ingénieurs. Et ces ingénieurs aujourd'hui qui travaillent avec nous en partenariat. C'est pour cela que vous voyez ici la Chambre nationale des ingénieurs et conseils. Pour ne plus jamais qu'on voit des immeubles tomber. Pourquoi il y en a qui existent ici en Côte d'Ivoire? On veut éviter les effondrements et la construction, les effondrements des édifices et la construction anarchique en Côte d'Ivoire. Pour cela, il faut passer que par des formations. Il faut essayer de réunir toute la chaîne technique afin que chacun réfléchisse et qu'on fasse des propositions concrètes au gouvernement pour que désormais on puisse travailler, que ce soit des professionnels qui sont à la tâche désormais. Le forum urbanique bénéficie du cachet de la tutelle ainsi que de celui des ministères de la promotion, ainsi que celui des ministères en charge de la promotion des PME et des finances, qui voient en cette initiative une occasion pour renforcer les capacités des acteurs sur les procédures, les règles et les normes dans le secteur de la construction. Je salue à cet effet l'initiative urbanique qui offre justement ce cadre de partage d'expérience et de promotion des meilleures pratiques et de vulgarisation des réformes de l'État au profit du secteur privé. Une telle initiative contribuera non seulement à renforcer le partage d'expérience entre les acteurs du secteur, mais aussi et surtout, elle permettra d'adresser les principales problématiques auxquelles font face les acteurs du secteur. Pour nous, la sécurisation vraiment des vies humaines n'a pas de prix. Il faut que les dispositions soient prises en lien avec tous les acteurs professionnels concernés et aussi la population qui a une grande partition à jouer pour qu'on arrive vraiment à zéro effondrement. Rappelons que le forum urbanique 2024 se tient du 15 au 17 juillet à la Kestab à Abidjan Plateau. Le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire était ce lundi 15 juillet face aux journalistes à Abidjan. Il s'est agi pour lui d'informer et sensibiliser sur les avancées récentes et les projets futurs de l'ONESI. À bâton rompu, le DG est revenu sur les grandes missions de sa structure. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et de Maru Seri. C'est un exercice important de communication un peu rare auquel s'est lancé le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI ce lundi 15 juillet. Ago Christian Kodja a présenté son service, l'ONESI, sa mission et les tâches en plusieurs points, surtout l'état civil et la production des documents d'identification qui s'améliorent davantage. L'exercice lui a permis d'aider les médias présents à une meilleure compréhension des missions de l'agence et la politique de l'état civil et de l'identification initiée par le gouvernement et en cours en Côte d'Ivoire. Les cartes nationales d'identité, les cartes de résident, certificats de résidence, l'application Verif by ONESI sont entre autres les produits présentés aux journalistes. Nous visons à moderniser nos systèmes et nos processus pour garantir une efficacité des données de l'état civil, renforcer la fiabilité et la sécurité des documents d'identité, lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité, en un mot, fournir des services accessibles à toute la population. L'importance de la modernisation des systèmes d'état civil ne peut être sous-estimée. Un état civil robuste et actualisé est essentiel pour le développement socio-économique d'un pays. Il permet de garantir l'accès à l'éducation, à la santé, à la justice et à d'autres services essentiels. Identification, fraude à la nationalité, corruption et faux état civil ont été débattus. À bâton rompu, il a tout expliqué. L'ONESI reste au cœur de la sécurisation des titres émis. En modernisant nos systèmes d'état civil, nous contribuons à renforcer l'identité, à promouvoir la bonne gouvernance, à faciliter les échanges économiques et à garantir la sécurité et la sûreté de tous les citoyens. C'est un investissement dans l'avenir de notre nation, un pas vers un meilleur pour tous.
L'état civil modernisé, associé à l'identification biométrique, présente de nombreux avantages. Un exercice qui a également permis aux journalistes et à l'assistance de poser des questions de compréhension. Cette mission difficile, effectuée devant la presse par le directeur général de l'ONESI, facilite une augmentation de la confiance et la coopération avec les partenaires. Le thème central proposé pour cette rencontre avec les journalistes était « Défis et enjeux de la réforme du système de l'état civil et de l'identification ». Allez, à présent, une page de politique internationale dans ce journal et c'est dans l'invité du JT. Aux États-Unis d'Amérique, l'ex-président Donald Trump, candidat aux élections présidentielles, a été ce week-end la cible d'un attentat manqué. Une scène surréaliste qui ne finit pas de mouvoir la classe politique internationale. À 3 mois des élections, quelle analyse faire de cet attentat manqué et quelle pourrait être la suite à donner à cet événement? Pour répondre à ces interrogations, je reçois sur mon plateau M. Serge Nedro, économiste spécialiste en intelligence économique. Bienvenue sur notre plateau, M. Serge. Merci beaucoup. Alors, à 3 jours de la tentative d'assassinat du candidat Donald Trump, que sait-on de ce drame national évité de justesse, de l'identité et du mobile du tireur? Alors, c'est un véritable drame national qui s'est produit aux États-Unis d'Amérique et un drame qui est qualifié par le FBI de tentative d'assassinat de l'ancien président, le président Donald Trump, et candidat également du Parti républicain aux prochaines élections qui vont se dérouler le 5 novembre 2024. Il faut dire que lors d'un événement de campagne qui est à son habitude, le candidat Donald Trump organise des meetings aux États-Unis et il a organisé son dernier meeting à Butler, dans l'État de Pennsylvanie, où il a rassemblé ses partisans. Et il y a eu un tireur présumé qui a eu à tirer 8 coups, dont 3 coups sur directement l'ancien président Donald Trump. Et l'un des coups a même effleuré son oreille et a dû blesser son oreille avec du sang qui a coulé sur lui. Et les autres coups ont dû tuer sur coup immédiatement deux de ses partisans. Et il faut dire que les contre-snipers qui étaient là, qui font partie en fait en réalité du service secret des États-Unis d'Amérique, ont dû neutraliser, donc tuer évidemment ce tireur présumé là, qui est un jeune homme de 20 ans, qui est mathématicien, qui a un diplôme en mathématiques aux États-Unis, qui est un étudiant, donc un profil normal. Et il se trouve qu'on dit qu'il est évidemment, il s'est inscrit sur la liste électorale comme étant républicain et il a en même temps fait un don au Parti démocrate, un don de $15 au Parti démocrate depuis quelques instants. Donc on a un profil de quelqu'un qui s'intéresse à la politique, c'est vrai, certes, mais qui est un étudiant normal comme tout autre étudiant. Et aujourd'hui, on se demande quel était le véritable motif de ce jeune homme ou le mobile derrière cela. Mais il faut dire que pour analyser ce mobile-là, il faut analyser l'environnement politique actuel aux États-Unis. On est dans une arène politique où il y a 2 camps qui se posent, 2 camps qui sont radicalisés, 2 camps qui se regardent en chien de faïence, 2 camps véritablement qui ne sont plus simplement adversaires politiques, mais qui sont devenus des ennemis politiques, parce que évidemment, ils ont 2 champions qui parlent, qui ont de la violence verbale dans le discours politique et qui ne cessent aujourd'hui de caricaturer l'autre camp contre l'autre camp. Donc, on constate évidemment qu'on est dans une violence inouï aux États-Unis qui n'a jamais été vu et cet acte-là peut être inscrit dans ce cadre de violence politique qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis. Et vous, dans votre position d'observateur, quelle analyse faites-vous de cet attentat manqué dans une grande démocratie américaine? Évidemment, il faut dire que les États-Unis sont quand même l'une des plus grandes démocraties au monde. C'est vraiment la patrie qui essaie de montrer la voie de la démocratie aux autres nations. Mais il faut quand même se rappeler que l'histoire de la démocratie américaine a été émaillée de plusieurs violences. On se rappelle de l'assassinat en 1963 du président John Kennedy. On se rappelle aussi de la tentative d'assassinat le 30 mars 1981 de Ronald Reagan, où il a été où ils ont attenté à sa vie. Mais il faut noter que cette violence politique, les observateurs que nous sommes, nous avions pensé que cette violence politique avait cessé. Mais il faut dire que depuis la crispation, depuis la non-reconnaissance
des résultats des élections de 2020 par Donald Trump, il faut dire qu'il y a eu deux camps véritablement qui se sont mis à se regarder en chaîne de fer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc, nous remarquons que la violence est en train de prendre de la place aux États-Unis. Et en plus, là, il faut aussi analyser la chose, que cette violence est exacerbée par les médias. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, nous avons vu que à la faveur de la décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique qui a dit effectivement que le président Donald Trump ne pouvait pas être tenu responsable de ses actes lors de sa mandature, nous avons donc remarqué, par exemple, le HuffPost, qui est un média aux États-Unis, a titré que la Cour suprême venait de donner l'autorisation au président Joe Biden d'assassiner son opposant Trump. Oui. Et vous voyez que où on va dans les médias, effectivement. Et il y a d'autres médias qui ont dit que Trump était un fasciste, ainsi de suite. Tout comme dans le camp républicain aussi, on a essayé de caricaturer le président Joe Biden comme étant un pépé, comme étant celui-là même qui est un vieux, qui ne peut pas, qui est un, comme le président Donald Trump aime l'appeler, le crooked Joe, donc le Joe qui dort, le Joe le dormeur, le Joe, j'ai envie de dire, qui est comme le manipulateur, le Joe le corrompu, ainsi de suite. Donc on a senti vraiment qu'il y avait de la violence politique qui se passait, il y avait quand même un certain nombre d'actes et d'actions qui se passaient. Et donc, on ne pouvait que remarquer que peut-être un tireur isolé ou bien une personne isolée comme ce Thomas Crooks, son nom c'est Thomas Crooks, a dû passer à l'acte, évidemment, parce que lorsqu'on parle chaque fois, ça peut emmener les esprits faibles, les âmes faibles à passer à l'action. Et c'est ce que nous avons remarqué ce jour-là. Justement, à 3 mois des élections présidentielles prévues en novembre, quels sont, selon vous, les scénarios possibles? Évidemment, cet acte est un acte difficile, surréaliste, comme on l'a dit, mais un acte aujourd'hui qui peut être mis au crédit du candidat Trump en réalité. Surtout lorsqu'on voit l'image iconique, l'image historique où on voit le président Trump, j'ai envie de dire, se relever lors d'une telle action et lever le poing et dire aux membres du Secret Service qui sont venus l'attraper, leur dire attention, laissez-moi un instant, je vais parler à mes partisans. Il a dit wait, et il lève le poing et il dit fight. Il dit à ses partisans, combattez. On a vu là un champion, on a vu là un combattant. Et de l'autre côté, depuis le débat, comme vous le savez, si vous êtes un observateur de la vie politique américaine, depuis le dernier débat qu'il y a eu entre Joe Biden et Trump, on a vu un Joe Biden affaibli, un Joe Biden faible, un Joe Biden qui ne pouvait pas bien prononcer les mots, un Joe Biden qui ne pouvait pas bien analyser, bien agencer ses mots. Et donc aujourd'hui, ça vient encore creuser l'écart et les Américains voient que de l'autre côté, d'un côté, on a un champion qui est là, qui est fort, qui peut défendre les États-Unis d'Amérique, qui peut aller de l'avant. Et on a un autre homme qui est un peu vieux, qui ne peut pas aller de l'avant. Et c'est cette image qui va rester avec cette action qui vient de se passer. Et j'ai envie de vous dire que les Américains, généralement, n'élisent pas, j'ai envie de dire, un énac. Ils n'élisent pas un intellectuel comme on voit aujourd'hui dans les pays francophones. Ils n'élisent pas une superstar intellectuelle ou quelqu'un qui est fort. Ils élisent un commandant en chef, et comme on le dit, un commandant in chief. Et donc, ils élisent un commandant en chef, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui peut défendre les États-Unis, quelqu'un qui peut diriger le monde, quelqu'un qui est capable de parler au reste du monde et de donner la tonalité au monde. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est à l'avantage du candidat Trump, qui avait déjà 5 à 6 points d'avance et qui va creuser encore l'écart et nous allons voir, et c'est historique, hein, parce que Ronald Reagan, lorsqu'il a, en 1981, évidemment, ils ont attenté à sa vie. Quelque temps après, évidemment, Reagan a connu une cote de popularité encore plus haut. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans les jours. Nous verrons les sondages, nous allons surveiller les sondages. Alors, on va revenir cette fois sur le continent africain. Quelles leçons de démocratie et de campagne électorale la Côte d'Ivoire peut déjà tirer, celle qui se prépare à organiser les élections en 2025?
Il y a de grandes leçons, il y a de très grandes leçons de démocratie qui, avec ce tact-là, d'abord, dans un premier instant, on voit que, évidemment, l'Amérique est une grande démocratie, mais une démocratie peut-être au pied d'argile par moment. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire politique des États-Unis est émaillée pratiquement de violence. Et donc, nous remarquons que cette violence n'est pas en réalité perdue. Elle n'a pas été ôtée de l'arène politique. Et donc, il faut comprendre que, d'abord, l'une des premières leçons que les États africains peuvent, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, l'ensemble des pays africains, que les États africains pourraient évidemment tirer de cette histoire, c'est que on peut faire la politique on peut faire la politique sans la violence. Et qu'il faut que les États africains arrivent à faire la politique sans violence armée, sans violence verbale. Parce que ce sont les mots qui deviennent les actes. Ce sont les mots qui deviennent les actions. Et lorsque, évidemment, on n'arrive pas à contrôler les mots de ses partisans, ou on n'arrive pas à contrôler ses mots soi-même, ces mots demain peuvent être transformés en des actes, en des actions. Donc, dans un premier instant, je peux dire, c'est de pouvoir se libérer de la violence, qu'elle soit verbale ou armée, qu'elle soit d'une quelconque nature, de l'arène politique. La deuxième leçon, et qui est une leçon également très importante, c'est de savoir que deux camps peuvent être opposés sans forcément être des ennemis. On peut être des adversaires politiques sans être des ennemis politiques. Parce que c'est quoi? L'objectif qu'on veut avoir, c'est quoi? C'est de construire une nation, c'est de construire le pays. Donc il faut que les États africains ou les hommes politiques africains arrivent à faire la politique avec des idées constructives et savoir que, évidemment, on peut construire une nation sur la base de ces idées. Et généralement, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que, évidemment, des camps politiques s'opposent, mais avec une complémentarité d'idées, comme on le voit aux États-Unis. Les démocrates sont des progressistes, c'est des gens qui veulent, évidemment, qu'il y ait plus de justice sociale, plus de possibilités de prendre en compte les classes moyennes, les classes pauvres. Les républicains disent non, il faut de l'ordre et de la sécurité. Quand vous remarquez ces deux grandes idéologies, vous voyez que c'est des idéologies qui se complètent dans une nation. Parce que dans une nation, il faut de l'ordre, il faut de la sécurité, mais également il faut de la justice sociale, il faut de l'équité sociale, il faut de la justice économique, il faut le partage des richesses qui puisse se faire équitablement et que tout le monde puisse en profiter. Donc, c'est l'une des grandes leçons. C'est aussi cela. On n'est pas des ennemis politiques. On peut être des adversaires. On peut avoir des idées, mais c'est toujours des idées complémentaires. Et à la suite de cela, j'ai envie de donner cette dernière, et c'est ma dernière leçon, c'est d'abord sensibiliser les médias. Dieu merci, je suis sur votre chaîne de télévision. Sensibiliser les médias. Parce que généralement, les médias aiment le showtime. C'est-à-dire que c'est que, par exemple, Joe Biden disait, les médias du camp Trump, tels que Fox News, reprenaient cela. C'est que les violences verbales que disaient les partisans de Trump, les médias également, tels que CNN, ainsi de suite, du camp démocrate, reprenaient cela. Et donc, vous voyez que les médias étaient là pour exacerber la violence. Et donc, je veux dire aujourd'hui qu'aux médias africains, qu'il est important d'analyser les paroles et de ne pas tout diffuser, de ne pas tout divulguer, de ne pas tout prendre, parce que les médias sont comme une sonnette d'alarme. C'est comme le haut-parleur. Et donc, il est important qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité dans l'organisation des élections et qu'il est important qu'ils jouent leur rôle de façon partiale et de façon responsable. Merci beaucoup, Monsieur Serge Nedro. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste en intelligence économique. Et avec vous, nous allons un peu faire l'analyse de cet attentat manqué aux États-Unis. Et justement, on a un peu parlé de la situation, un peu des leçons ici en Afrique et pourquoi pas aussi en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Serge Nedro, et à très bientôt. C'est à vous le merci. Merci beaucoup. Autre chose à présent, la Côte d'Ivoire vient de franchir ce lundi 15 juillet un pas important dans la lutte contre le paludisme, celui de l'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination de routine. Une première dans la lutte contre le paludisme et l'introduction de ce nouveau vaccin s'est fait ce jour à Abobo à travers le lancement d'une campagne de vaccination en faveur de 250 000 enfants âgés de 6 à 23 mois. Le point avec Konena Norgo et Ezekiel Seri.
C'est une nouvelle arme introduite dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, le tout nouveau vaccin antipaludique. Ce vaccin est réceptionné par la Côte d'Ivoire depuis le 15 juillet, a été administré pour la première fois à Abobo ce lundi 15 juillet 2024, marquant ainsi le début d'une campagne de vaccination des enfants de 6 à 23 mois dans le pays. Un lancement qui s'est déroulé en présence du ministre de la Santé, du Premier ministre Robert Begré-Mambé et des partenaires techniques et financiers. L'OMS a préqualifié 2 vaccins antipaludiques, dits RTS-SAS01 et R21 Matrix M, dont l'usage est recommandé. Tous 2 sont des vaccins qui préviennent l'infection au Plasmodium falciparum chez l'enfant, notamment les cas de maladies et de décès associés. L'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination de routine représente une avancée majeure dans notre combat. En vaccinant nos enfants de 6 à 23 mois, nous pourrons les protéger contre les formes graves du paludisme et réduire considérablement les décès associés à cette maladie. Cette introduction se déroulera de façon progressive pour atteindre toutes les régions de notre pays. Cette première phase de vaccination concerne 250 000 enfants âgés de 6 à 23 mois. Honorables invités, mesdames et messieurs, la vaccination est gratuite dans tous nos établissements publics. Et je dis bien, la vaccination est gratuite. Cette première phase du programme élargi de vaccination avec le vaccin antipaludique vient renforcer la lutte contre le paludisme au grand bonheur des autorités ivoiriennes. Mes frères et sœurs, le gouvernement travaille durement pour que la santé de tous les Ivoiriens et de toutes les populations qui vivent sur notre territoire soit préservée. Je vous demande donc d'encourager nos mamans à faire partir leurs enfants pour la vaccination dont la campagne est lancée aujourd'hui. Rappelons que le vaccin contre le paludisme a été validé en 2021 après 30 ans de recherche. Le mercredi 31 juillet prochain marquera le début de la première phase du compendium de lutte contre les violences et discriminations en milieu de travail. Cette initiative vient se concentrer sur les réflexions et actions concrètes concernant les violences et discriminations subies par les femmes en milieu de travail. Un événement qui vient s'imposer de par son engagement collectif à transformer les normes culturelles et institutionnelles pour créer des espaces de travail plus respectueux. Diane Kablancan et Seth Ekissi nous en disent davantage. Le lancement de la première phase du compendium de lutte contre les violences et discriminations au milieu de travail a été annoncé. Ce compendium, c'est une plateforme exhaustive qui offre des statistiques, des bilans d'action et des données pertinentes. Elle vise également à aborder concrètement les violences et discriminations subies par les femmes dans le milieu professionnel. On vient ce matin pour vous porter l'information selon laquelle les cabinets Madame Mine et BKO lancent une nouvelle initiative dénommée Compendium portant sur les violences et discriminations sur le genre en milieu de travail. L'objectif de ce compendium est de mettre à la disposition du grand public et singulièrement les entreprises un outil de prévention et de rémédiation pour pouvoir lutter contre les violences et discriminations qui sont faites en milieu de travail, spécialement aux femmes. Les actions prévues au cours de ces prochains mois vont inclure la sensibilisation aux signes de violence basés sur le genre, la collecte et l'analyse des actes de violence et la discrimination, la diffusion des résultats et des propositions de solutions et l'encouragement des entreprises à établir des politiques de code de conduite anti-harcèlement. L'objectif visé véritablement, c'est d'avoir une documentation existante qui fait un peu l'état des lieux de la violence que certaines personnes peuvent subir en milieu de travail et surtout y apporter des solutions. Voilà. Donc le compendium se réalisera en 5 étapes, dont la première est le 31 juillet prochain. Ensuite, nous aurons une phase de collecte, de traitement et de données via un sondage. Ensuite, nous aurons donc la réalisation et la rédaction de ce compendium-là.
En combinant sensibilisation, collecte et analyse des données, diffusion des résultats et incitation des entreprises à adopter des politiques anti-harcèlement, cette initiative offre des solutions concrètes et stratégiques pour éradiquer les violences et discriminations au milieu de travail et promet de devenir un outil essentiel pour le changement, contribuant à bâtir des espaces professionnels respectueux, inclusifs et sûrs pour les femmes. Après son premier ouvrage Médias et démocratie en Côte d'Ivoire, le professeur Tahirou Koné, maître de conférence des universités du CAMES, vient de sortir un deuxième ouvrage intitulé Technologie socio-numérique en Côte d'Ivoire. Dans ce chef-d'œuvre paru aux éditions L'Harmattan, le professeur Tahirou Koné revient sur l'usage des technologies socio-numériques dans les campagnes électorales, les mobilisations citoyennes et les mutations médiatiques et relève les enjeux de l'open data dans la perspective d'une gouvernance transparente. L'ouvrage a été officiellement présenté à la presse ce samedi, nous témoigne Koné Nanourgo. Technologie socio-numérique en Côte d'Ivoire, forme d'engagement politique et médiatique, c'est le tout nouveau livre du professeur Tahirou Koné, maître de conférence des universités du CAMES. Paru le 8 juillet, l'ouvrage revient sur l'usage des technologies socio-numériques dans les campagnes électorales, les mobilisations citoyennes et les mutations médiatiques et relève les enjeux de l'open data dans la perspective d'une gouvernance transparente. Un ouvrage présenté le samedi 13 juillet 2024 à la presse. L'ouvrage présenté ce matin est de 68 pages. L'ouvrage est subdivisé en 3 grandes parties et ces 3 grandes parties comportent chacune 2 chapitres. La première partie aborde l'appropriation, sinon l'utilisation des réseaux sociaux numériques dans les campagnes électorales. Avec le recul nécessaire à l'analyse critique, nous avons plutôt choisi de prendre en compte les élections présidentielles de 2010 et de 2015. En plus donc des appropriations et ou des utilisations dans les campagnes électorales, nous avons aussi mobilisé la réflexion pour voir comment ces technologies pouvaient contribuer dans les processus électoraux, notamment pour assurer la transparence des processus électoraux. Cet ouvrage est le second livre du professeur Tahirou Koné, après celui sur les médias et la démocratie en Côte d'Ivoire. Un deuxième livre édité aux éditions L'Harmattan. Le thème abordé effectivement est un thème d'actualité et un thème très intéressant, mais en même temps un thème risqué, compte tenu des différents aspects que nous connaissons au niveau de l'influence des réseaux sociaux, du numérique sur la vie, l'impact de ces réseaux-là sur la vie politique, économique, sociale des individus de la société. Donc je connais le professeur Koné Tahirou depuis l'université de Bouaké. Nous sommes des condisciples de l'université de Bouaké, moi étant en droit et lui étant en communication. Et donc depuis toujours, il a toujours fait preuve d'une acuité en termes de réflexion. L'auteur Tahirou Koné est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication de l'université Bordeaux-Montaigne de France. Enseignant-chercheur au département des sciences du langage et de la communication de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, il est auteur de plus de 25 articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques. Récemment, à Yamsokro, un opérateur minier a animé une conférence de presse qui avait pour thème les conséquences des activités d'exploitation d'or semi-industriel sur les situations de développement économique, social, communautaire et la réduction du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Au cours de cette conférence, il a fait la promotion de l'employabilité dans le secteur des mines semi-industrielles en Côte d'Ivoire. Charles Kouakou, Pierre Tebeu. Cette conférence, qui s'est tenue dans les locaux de Casa Gold, a vu la présence du personnel de la société et des journalistes. Le conférencier, à cette occasion, a fait le portrait du secteur minier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le ministre est en train de poursuivre les efforts pour ce qu'on appelle les réformes du code. Il a salué pour son management avéré, pour son leadership, parce que la réforme là va nous inciter, je l'ai dit avec l'avènement du nouveau code minier qui est en vue,
Monsieur le ministre en a parlé déjà. Ça pourra peut-être inciter beaucoup de jeunes à s'intéresser à l'activité d'exploitation d'or. Puis il a expliqué les conséquences négatives et positives de l'industrie de l'or sur la situation du développement socio-communautaire du pays. Quand il signe des conventions, en fait des protocoles d'accord avec les communautés villageoises soulèvent les problèmes. Généralement, la réalisation des projets socio-communautaires de base, ce que j'appelle les réalisations de projets socio-communautaires de base, ce sont les infrastructures de base. Les centres de loisirs, de santé, d'éducation, les routes, etc., l'eau potable. À Kassa Gold, à partir de juillet et août, nous allons commencer à livrer toutes ces infrastructures que nous avons réalisées. Il s'est prononcé sur la contribution de ce sous-secteur d'activité au taux de chômage et de pauvreté en Côte d'Ivoire. La question d'employabilité. Au niveau des Kassa Gold, nous avons déjà signé depuis 2022 une convention de partenariat avec l'université Jean-Laurent de faire venir les étudiants, ne serait-ce que pour des stages de qualification professionnelle ou des stages de soutenance. Il a terminé sa conférence en proposant des solutions pour lutter contre le phénomène de l'orpaillage illégal qui gagne de plus en plus du terrain sur l'ensemble du territoire. Le budget triennal de plus de 8 milliards adopté, l'éducation et la santé mise en priorité. Eh bien, c'est l'objet de la deuxième réunion ordinaire du Conseil régional du Cavali au titre de l'année 2024, suivi par Théodore Kanga. Le Conseil régional du Cavali, dirigé par la ministre d'État Anne-Désirée Oulouto, a tenu sa deuxième réunion ordinaire de l'année 2024. Au cours de ces assises statutaires, les conseillers présents ont adopté le budget triennal 2025, 2026, 2027 qui s'élève à plus de 8 milliards de francs CFA. Ce budget consacre plus de 3 milliards à l'éducation et un peu plus d'1 milliard affecté à la santé. Les conseillers ont également adopté le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2024, qui s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 5 milliards 98 225 000 francs CFA. Ce budget est en hausse de 127 184 000 francs, soit 2,55% par rapport au budget primitif de 2023. Pour la présidente de la région du Cavali, cette réunion revêt d'une importance capitale, car elle permet de faire l'état des lieux de son deuxième mandat à la tête du conseil régional, mais et surtout de dégager les priorités. Et je voudrais vous dire que c'est pour vous que nous travaillons, pour que la vie des populations change, pour que les populations vivent en paix, pour que dans notre région, au fur et à mesure, on voit les changements. Et je crois que ces changements-là, on les voit et on les verra davantage avant 2028. Le mois dernier, il y a eu un forum des femmes et des jeunes filles du Cavali. Alors, Madame le ministre, au sortir de ce forum, a fait des promesses aux jeunes filles déscolarisées qui voulaient vraiment être autonomisées. C'est ainsi que ce jour, vous avez assisté à l'appui de ces jeunes filles-là, en fonction de leur activité qu'elles mènent. Nous avons fait cela aujourd'hui pour Diglo, nous le ferons pour tout le pleu, Bloléké et Taï. Je suis bénéficiaire d'un réfrigérateur des mains de Madame le ministre d'État Anne-Désirée Oulouto. Voilà, je voudrais exprimer ma gratitude. La présidente de la région s'est félicitée de nombreuses réalisations et actions en faveur des populations du Cavali. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.